Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Guillaume. Salut Nadine. Comment ça va? Très bien, heureux d'être ici. Ah super, moi aussi je suis ravie de te recevoir, bienvenue sur mon podcast. Merci. C'est marrant parce que du coup on a la joie de recevoir aujourd'hui un champion, mais je dirais pas de quoi. Et surtout tu vas pouvoir nous parler de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as pu faire. Sans plus attendre, je vais te laisser te présenter et nous dire qui es-tu et d'où viens-tu. Alors je m'appelle Guillaume Faye, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'habite à Dammartin-en-Goële, pour ceux qui connaissent. Oui, dans 77, tout à fait, petite ville. Et je suis issu de parents français de mon père et capverdien sénégalais de ma mère. D'accord. J'ai étudié en France principalement, mais j'ai vécu aussi 2 ans au Sénégal, de 2006 à 2008. Très On va bien. peut-être en parler ensuite. Et je fais du karting et j'ai été champion de France et champion du monde en 2022. Ah, donc c'est le karting. Donc voilà. Ok, tu vas pouvoir nous faire découvrir cette discipline, parce que pour le coup, Tout à fait. je connais pas grand chose, à part les fois où j'allais en fête foraine et que j'avais envie de faire un peu de auto-tamponneuse, et du coup, le karting, ça fait penser à ça. Alors, c'est quand même un peu plus différent, mais du coup, j'ai l'idée que c'est un jeu de garçon, mais moi, j'avais beaucoup envie d'en faire, et j'ai l'idée que ça va vite, que c'est de la maîtrise, que c'est le côté pilote aussi. Mais du coup, tu vas sûrement nous apprendre plein de choses et nous aussi balayer certains clichés qu'on peut avoir sur cette discipline. Mais avant cela, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours scolaire et ton orientation? Oui. Parce que du coup, tu nous as parlé du fait qu'en effet, tu es champion de karting, mais on va laisser un peu le suspense. À côté de ça, tu as un métier aujourd'hui, mais j'imagine que tu as eu tout un parcours qui t'a amené vers ce métier. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce cheminement que tu as eu? Donc, je suis nutritionniste, effectivement. J'ai étudié en nutrition, donc un bachelor de nutrition et un master de nutrition du sport à l'université du Real Madrid. Mais sinon, j'ai fait des études classiques, donc j'ai fait primaire, collège, lycée. Oui. Et dès le collège, j'ai fait l'option anglais européenne qui était assez importante pour mes parents et moi et qui me sert énormément aujourd'hui, que ce soit dans le sport ou dans la vie professionnelle. Et même en général, je pense que l'anglais est très très important de nos jours. Donc je suis très chanceux d'avoir eu ça et d'avoir aussi été bon là-dedans. Donc je pense que c'était important. D'accord. Et j'ai fait allemand aussi. Donc souvent on rigole quand je dis que j'ai fait allemand. Mais c'était intéressant. J'ai fait allemand depuis la 6e jusqu'en terminale du coup. D'accord. J'étais assez bon, ça me plaisait pas énormément, mais j'étais assez bon, j'arrivais à m'en sortir. Et malheureusement, heureusement j'ai eu 18 au bac, je crois, en allemand. Ah, c'est mais bien, ça. malheureusement, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de niveaux. Tu l'utilises plus depuis. Voilà, pas trop l'occasion de le pratiquer. Ouais. Mais j'ai eu quelques fois l'occasion de reparler en allemand. Je sens que ça peut revenir vite. D'accord. Mais bon, après c'est comme tout, ça se perd quand on le pratique pas. Donc. C'est ça. Et du coup, pour revenir sur ces fameuses classes européennes, Oui. c'est finalement des classes où vous avez beaucoup plus d'heures de langue que les classes classiques, c'est ça? Oui, je ne saurais pas te dire exactement le nombre, mais je sais qu'au lycée, j'étais assez frustré parfois de rester plus longtemps que les autres, surtout de ma classe. Je pense que c'était peut-être 2-3 heures par semaine.
c'est pas énorme, mais bon, quand on est jeune, on se dit, Oui, il quitte à 4h, t'as envie de partir à 4h avec tes c'est pas potes. marrant, ils sont en train de rentrer, donc voilà. Ouais. Mais bon, avec du recul, c'était quand même bien. En plus, bon, j'ai eu quand même la chance d'aller en voyage avec ma classe européenne que les autres pouvaient pas. Oui, Donc sur ce point-là, c'est quand même intéressant. Donc exactement. il y avait quand même des bénéfices, voilà. Ok. Et comment se passe ton orientation du coup qu'est-ce qui te donne envie ensuite j'imagine à l'obtention de ton bac, d'aller vers des études en nutrition? C'est que j'ai toujours voulu travailler dans le sport. En grandissant et surtout en voyant que je faisais du karting et que je commençais à faire des compétitions, j'aimais bien le côté physique, commencer à m'entraîner, à m'améliorer là-dedans. J'avais peut-être pour idée de devenir prof de sport, d'aller en STAPS, un cursus un peu classique on va dire pour beaucoup de garçons, mais je n'étais pas sûr de ça. Et je voulais travailler dans le sport et j'ai découvert en école du coup de nutrition du sport, donc l'EDNH, l'école dans laquelle je suis allé, un salon de l'étudiant. Je suis un peu à moitié tombé amoureux, on va dire grossièrement, mais je me suis senti un peu emballé par le projet et je me suis dit que c'était intéressant. Surtout, ce qui m'intéressait, c'est que je pouvais être spécialisé dans le sport dès la première année. Ce qu'on pouvait pas forcément avoir, enfin ce qu'on peut pas avoir dans le BTS diététique, donc qui est en plus sur 2 ans, alors que là je partais sur 3 ans. Oui. Donc je me suis dit que c'était intéressant. Donc je suis allé là-dedans, 3 ans. C'était pas facile parce que j'avais fait une terminale S, enfin première et terminale S, mais sciences d'ingénieur, donc j'avais pas d'SVT. Et là, du coup, on partait sur un cursus qui était proche de l'SVT avec de la biochimie, physiologie, tout ça. Oui, j'imagine plus de biologie du coup. Voilà, donc pas facile, c'était pas mon fort, mais je me suis accroché et j'ai eu mon diplôme, donc c'est ce qui compte. Et surtout, j'ai pu continuer ensuite dans mon master à Madrid, donc d'accord. Très intéressant. Ah, super. Est-ce que tu peux redire le nom de l'école? Parce que du coup, ça pourrait aider peut-être des personnes qui souhaitent s'orienter dans ce domaine. Donc c'est l'EDNH Paris. Mais il y a d'autres campus dans d'autres villes de France. Je ferai un petit disclaimer quand même parce que sans rentrer dans les détails, mais le directeur de l'école est un peu particulier, il y a eu des embrouilles et tout, mais je vais pas dans les détails. Mais attention quand même avant d'y aller, faut être bien réfléchi. Et s'il y a une rencontre éventuelle avec le directeur, bien faire attention. Ok. Parce que sans aller dans les détails, je dirais que c'est quelqu'un d'un peu mesquin. Voilà. D'accord, ok. Je pense que ça résume bien. Il faut prendre le temps en tout cas de se renseigner, de rencontrer et surtout d'avoir un panel de choix. Oui. Parce que autant on peut s'arrêter tout de suite sur une école, mais autant de voir effectivement à la fois le contenu, bien sûr. la qualité des professeurs, etc. et de ne pas hésiter à aller à la rencontre d'eux ou des élèves. Oui. Parce que du coup, en effet, les premiers qui peuvent parler de ce qui est vécu là-bas dans une école, ce sont les élèves. Donc ne pas hésiter. Ça, c'est très important et j'ai eu plus de gens qui l'ont fait pour mon master à Madrid, qui m'ont contacté ensuite. D'accord. Et qui m'ont contacté en s'intéressant au master et en me demandant ce que j'en avais pensé ou quoi. Ça, je trouve ça bien et je trouve ça limite mieux que d'aller faire une journée porte ouverte en vrai. Parce que la journée porte ouverte, effectivement, ça vaut le coup de la faire. Mais on vend un produit, donc on va pas voir les mauvais côtés. Alors que si on contacte un étudiant qui a vécu la chose, donc je pense que c'est quand même bien. Donc oui, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Ah, super. C'est très bien. Ok. T'as parlé de ton master. J'aimerais que tu continues de nous en parler parce que du coup, je me dis comment on peut se rapprocher de ce master dans cette université-là, parce que moi tu me dis Université Real Madrid, je me dis ah bon, ça existe? Alors tu me dis Real Madrid, oui je connais, mais Université Real Madrid non. Comment c'est fait, comment tu as connu cette école, comment s'est fait cette accessibilité à ce master? Raconte-moi un petit peu. En gros, à la fin de mon bachelor, je souhaitais continuer. Je me sentais pas prêt de commencer en tant que nutritionniste. Donc j'avais 22 ans. C'était possible, j'aurais très bien pu commencer ou quoi. Mais je me sentais pas prêt. Je sentais que j'avais besoin, pas forcément encore de connaissances, mais peut-être encore un peu de temps. Donc avant le master, j'ai eu l'opportunité d'aller 3 mois en Chine, en collaboration du coup, en échange avec le DNH, mon école. Et du coup, après ce voyage-là,
bon, il y a eu le Covid, mais avant le Covid, je partais sur une année de travail. D'accord. C'était pas forcément une année sabbatique ou de césure, mais moi je voyais ça en année de travail pour mettre de l'argent de côté, Oui. pour éventuellement partir sur un master à l'étranger. J'avais vu beaucoup d'écoles en Angleterre, très intéressantes, mais on partait sur 2 ans. Financièrement, ça faisait peut-être beaucoup d'argent, surtout avec le logement là-bas ou quoi. Donc, je suis pas forcément parti là-bas, mais il y avait quand même beaucoup de masters qui m'intéressaient et je suis tombé finalement sur l'université du Real Madrid en cherchant. D'accord, tout simplement. Voilà, en cherchant, j'avais une note sur mon ordi où je répertoriais chaque master que j'avais vu sur la nutrition du sport. Et j'ai vu celui-là. Honnêtement, il était assez cher, mais c'était un des rares qui proposait une bourse pour les athlètes. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai pu avoir une bourse pour aller là-bas. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents. Et on pourra le revenir après sur mes parents, mais là, ils m'ont laissé un peu carte blanche là-dessus. Et ils m'ont un peu fait confiance. Parce que avant de mes recherches, j'avais pas forcément conscience qu'il y avait de très bons masters aussi à l'étranger en nutrition du sport. Et en faisant ces recherches-là, aussi ont vu du coup mon travail. Je leur avais montré les notes et tout le travail que j'avais fait là-dessus. Et du coup, ça s'est fait. Et j'avais pas connaissance non plus qu'il y avait un master à l'université du Real Madrid et que l'université du Real Madrid existait aussi. Oui. Mais finalement, c'est une très grosse université et qui a un pôle en gros Real Madrid sport avec plein de métiers du sport et plein de formations en rapport. Et un campus assez incroyable. Incroyable, Et d'accord. petite anecdote, pour ceux qui regardent la série Elite sur Netflix, les shots aériens de l'université, c'est cette université-là. Donc j'étais dans cette université. Ok. Il y a eu un petit clin d'œil. Tout à fait. Trop bien, trop bien. Super, donc je vois que finalement, ton orientation dans la nutrition et tout ce que tu fais en tant qu'athlète, en tant que dans le karting, il y a vraiment pas mal de choses qui sont étroitement liées. Et du coup, je me demandais quel est ton rapport au sport et à la nutrition avant que tu te sois lancé dans les études, même j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui. Comment tu arrives justement à te nourrir de ces deux-là? Je pense que c'est 2 facettes qui font partie de moi. J'ai le côté nutritionniste maintenant professionnel, mais j'ai le côté pilote depuis 2006 maintenant. Donc, les 2 sont complémentaires. Je sais que j'aurais peut-être pas été nutritionniste si j'avais peut-être pas eu mon parcours de pilote, et j'aurais peut-être pas été pilote aussi longtemps en tout cas, sans avoir eu peut-être ce parcours de nutritionniste. Toutes ces connaissances-là. Voilà. Je pense que ce qui a été important pour la nutrition, c'est mon implication et le fait que je sois assez rigoureux, que je veuille par exemple sur la préparation physique bien me préparer, faire les choses bien. Du coup la nutrition c'est en complémentaire et pour tout sportif. Donc du coup c'est peut-être pour ça que je me suis orienté là-dedans. Et après pour les compétitions, effectivement, se donner les moyens de bien faire, bien se préparer aussi, je pense que c'est un accord. Ouais. Donc, voilà. Je vois tout à fait. Ok, super. Parlons du karting maintenant. Oui. Je me demande d'où t'es venue cette passion pour le karting. J'ai envie de dire, comment t'es tombée dedans, dans cette marmite? Mais je saurais pas répondre exactement. Je sais pas s'il y a eu un élément déclencheur ou quelque chose. Je sais juste que comme beaucoup de garçons, j'avais le tapis dans ma chambre avec une ville où il y a des routes, donc j'avais mes petites voitures, je jouais avec. Je sais que j'ai eu des circuits avec les voitures électriques, je sais pas si les jeunes le voient, mais avec les manettes, les voitures qui suivent un circuit, voilà. Moi je vois bien, oui. Et j'ai regardé la Formule 1 depuis tout petit, et en plus c'était la période où Michael Schumacher était en grosse domination avec Ferrari, le rouge, tout ça. Donc je pense que ça a été un combo de tout ça. Je sais pas ce qui a déclenché. Je sais juste que j'ai beaucoup aimé ça. Et après j'ai eu l'opportunité de faire du karting pour la première fois en 2006 avec mes parents en vacances. Et après l'engrenage était lancé. Mais du coup pour l'anecdote, en 2006 j'étais sur un petit circuit à Hyères, dans le sud de la France. Et il y avait un photographe ce jour-là qui m'a pris en photo. Et j'avais un regard de tueur. Et ce regard de tueur, c'était comme si je jouais la course de ma vie, comme si j'allais tout défoncer ou quoi. Alors que c'était une toute petite session et peut-être j'étais même tout seul en piste, je me souviens plus forcément, mais
Et du coup, c'était assez marrant et le photographe nous avait donné la photo. Et j'ai encore cette photo-là maintenant et je pense que ça me représente bien parce que ça représente un peu ma mentalité, le fait que je lâche pas, que j'ai envie de tout défoncer, tout gagner. Donc ça, je pense que c'était un élément déclencheur. Et après, l'engrenage était lancé et l'aventure était lancée. Exactement. Du coup, c'était, on va dire, le premier épisode de toute une aventure qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Super, très bien. Est-ce que tu peux nous définir un peu cette discipline ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Comment on démarre les compétitions ? Comment tu as démarré même les compétitions ? Pour qu'on voit un peu les coulisses de ce qui se passe, parce qu'on peut le voir à la télé ou au travers de ce qu'on voit dans la Formule 1. Mais du coup, tu peux nous en dire un peu plus, par rapport à ce qui existe. Je vais rebondir sur ce que tu me disais au début de l'épisode, c'est que le karting est très associé aux autotamponneuses. C'est vrai que souvent quand on parle de karting, les gens pensent à ça. Mais finalement c'est très différent. Effectivement c'est en rapport parce que les autotamponneuses on est assis, on a un volant, bon voilà. Mais finalement un karting, c'est une petite voiture on va dire. Donc ça a 4 roues, un volant, un accélérateur, un frein, de l'essence ou électrique maintenant. D'accord. Et on évolue sur un circuit, que ce soit intérieur ou extérieur. Et après on a des compétitions individuelles ou d'endurance. On pourra venir ensuite, mais j'ai commencé par l'individuel et la plupart du temps on commence par l'individuel. Et après il y a 2 grandes catégories, c'est le moteur 2 temps, donc ça c'est les moteurs les plus rapides, et c'est une catégorie où on a besoin de son propre kart, donc on achète le kart, on a besoin d'une équipe, un mécanicien, on achète tout, l'essence, les pneus, etc. Et il y a la catégorie 4 temps, où là c'est les cartes qu'on retrouve sur un circuit, donc quand on y va comme ça par exemple, et il y a aussi des compétitions avec ces cartes là. Donc là c'est ce championnat-là que j'ai fait depuis 2013 jusqu'à 2022, même encore un peu cette année normalement. Et c'est une formule toute clé en main qui est beaucoup moins chère finalement que le 2 temps, parce qu'on paye juste une prestation au week-end et on n'a pas besoin de s'occuper des pneus, de l'essence, etc. Tout est compris et si on a un accident ou quoi, on n'a pas besoin de repayer le kart. D'accord. Quand tu dis tout est compris par l'organisateur du championnat ou tout est compris par un club précis ? Là, c'est par l'organisateur d'une course. En général, c'est course par course, c'est le circuit qui gère. Et après, là, le championnat que je faisais, c'est Saudi World Series, SWS. D'accord. Et du coup, pour expliquer, il y a 8 courses dans l'année qu'on doit faire. On peut en faire plus. Ils retiennent les 8 meilleures courses et à la fin de l'année, les 40 meilleures équipes en endurance sont retenues pour la finale mondiale. Et en individuel, c'est les 80 meilleurs pilotes qui sont retenus pour la finale mondiale. D'accord. Donc ça peut être sur des milliers de pilotes et si on veut aussi, on peut faire 50 courses, 100 courses dans l'année si on a le budget. Donc, c'est quand même un format intéressant où on peut faire une bonne année avec 5 000 € on va dire à peu près. Alors qu'en 2 temps, il faut 25 000 € à 100 000 ou plus en fonction des championnats. Donc, ah oui, je vois que c'est des gros budgets. Oui. Ouais, c'est des gros budgets. Et comment ça s'est passé pour toi ? À quel âge tu as commencé ? Comment ça s'est poursuivi et ce qui fait que aujourd'hui t'es champion. Comme j'ai dit, j'ai commencé en 2006. Ensuite, je suis allé au Sénégal 2 ans. Alors t'avais quel âge ? Ah oui, pardon. 2006 à 8 ans. Ah oui. 8 ans. J'avais 8 ans et maintenant j'en ai 24, donc ça fait un petit moment. Et donc ensuite, je suis allé au Sénégal 2 ans avec mes parents. Mon père était militaire dans la marine nationale et il a eu une mutation là-bas. Et en plus, j'ai toute ma famille du côté maternel au Sénégal, à Dakar. Donc du coup, c'était exceptionnel sur le plan familial, c'était incroyable. Et du coup, sur ces 2 ans, il y avait un circuit au Sénégal. Et c'était super parce que mon père avait négocié un petit tarif avec la patronne mensuel, je sais plus combien, mais c'était peut-être dérisoire, c'était, je sais pas, 100 € par mois. Et je venais rouler autant de fois que je voulais. Donc je sais qu'on venait plusieurs fois par semaine et j'ai pris beaucoup d'expérience parce que j'ai beaucoup roulé. J'ai eu l'opportunité d'avoir un peu de coaching avec les gens qui avaient de l'expérience, les expatriés. Super. Et je me souviens, les expatriés passaient un peu plus de temps au bar que sur la piste et ils me laissaient souvent leur carte pour que j'aille rouler. Ils me disaient oui, vas-y. Donc finalement, j'ai pu faire beaucoup de tours, beaucoup rouler. Et c'est important en fait, comme dans tout sport, il faut beaucoup s'entraîner et c'est comme ça qu'on progresse. Bien sûr. Donc ça m'a permis d'avoir un bon niveau.
Et en 2007, du coup, j'ai fait le championnat du Sénégal dans ma catégorie d'âge. Et je suis devenu vice-champion du Sénégal. Mais je passais très proche du titre. D'accord. Parce que là, on a une bonne anecdote. C'est que ma mère était jamais allée au Cap-Vert. Et du coup, avec mes parents, ils ont réservé un voyage pour aller au Cap-Vert. On y allait avec ma soeur aussi. Et en fait, j'ai raté une course du championnat de cartes. Ah. Et j'étais très dégoûté à l'époque. J'étais très frustré parce que je savais que j'allais sûrement perdre le championnat. Parce que c'était un championnat qui se disputait. On avait un peu une bataille, un contre un avec Kevin Diop. Je me souviens, il s'appelait. C'était mon grand adversaire. Et en fait, il restait peut-être 2 courses. Mais je savais que mathématiquement, ça allait être compliqué si je ratais une course. Du coup, j'étais un peu déçu. Mais au final, avec du recul, c'était énorme. Parce que j'ai pu découvrir un de mes pays d'origine. Et ça n'a pas de prix, donc certes j'ai perdu un championnat, mais au final, à quel prix ça valait le coup. Donc, Oui, de l'autre côté tu as gagné beaucoup plus. Voilà. Et quand tu dis que tu as raté cette course, du coup c'est parce que c'est une question de points. Oui. Tu cumules des points en fonction de... C'est ça, hein, d'accord. C'était un peu comme en Formule 1, c'est pas le même principe de points exactement, mais par exemple le vainqueur gagnait 10 points, le deuxième 9 points, ainsi de suite. Et du coup, si on rate une course, c'est un peu dur de compenser les points, même si mathématiquement, il aurait fallu qu'il fasse 7ème ou 8ème, peut-être Kevin, pour que je gagne le titre. Que tu puisses, Donc c'était un peu dur, mais voilà. Ok, très bien. Donc là, on parle de tes débuts, hein. Oui. À 8, 9 ans, et puis tu continues dans cette lancée. Comment tu as fait pour poursuivre dans une discipline où... qui, je pense, n'est pas si connu que ça. Et en plus, au vu des budgets que tu me présentes, c'est quand même assez cher de pouvoir poursuivre dans ce type de discipline et d'avoir tous les moyens à sa disposition et toutes les ressources. Ce qui a été un des gros éléments déclencheurs, c'est quand on est rentré en France avec mes parents. On est rentré en 2008. Entre 2008 et 2010, j'allais sur des circuits avec mon père faire quelques sessions, mais c'était par-ci par-là. J'ai un patron de circuit, donc Jean-Pierre Clos, qui m'a dit « Inscris-toi à la détection DefiCard Jeune, je pense que tu as quelque chose à faire. » Et il me disait que j'avais un peu de talent et un coup de volant. Et en fait, il me disait « Inscris-toi parce que mon petit-fils a gagné la détection l'année dernière, donc en 2009. » Donc je m'inscris. C'était en gros des phases de sélection sur plusieurs villes en France. Et on prenait les 2 meilleurs de chaque ville pour une finale nationale en région parisienne. D'accord. Avec les 80 meilleurs pilotes. Je crois on était 80. Et ensuite, le vainqueur gagnait une saison tout frais payé justement en 2 temps. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, je rate la détection à Paris. Et je me dis, ok, c'était frustrant, mais je me rendais peut-être pas encore compte. Et mes parents me disent, on va aller à Lyon. Et on va voir. Et on va à Lyon. Je me qualifie. Et je suis qualifié pour la finale. Devant, il y avait peut-être 2500 ou 3500 participants en France quand même. Donc c'était quand même énorme, une grosse détection. Et ma mère ne s'était pas libérée le jour de la finale. J'étais juste avec mon père. Et en fait, ça a été un de ses plus grands regrets. Parce qu'elle pensait pas forcément que j'allais gagner. Oui. Elle s'était peut-être dit, podium ou top 5, grand max. Ce qui serait déjà très bien, effectivement. Et en fait, toute la journée, mon père l'a appelé. Il a passé les quarts de finale, les demi-finales. Là, il est en finale, il est premier en plus. Ok. Et en fait, effectivement, je passais. Je me rendais pas forcément compte. Je me souviens de cette journée-là. Mais c'était. En fait, je me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer. Et je pars dans la finale, premier. Je mène toute la course et je gagne. Et là, je me rends pas compte. En fait, je me rends pas compte que cette journée-là, elle est hyper importante en fait dans ma vie. Et que cette journée-là, elle m'ouvre les portes de beaucoup de choses. Et du coup, je gagne une saison à 25 000 € avec le soutien de la fédération. Donc, soutien technique, le kart, les pièces détachées, des journées d'entraînement. Le championnat d'Île-de-France et le championnat de France où je suis inscrit, où j'ai rien à payer du coup. Donc c'est énorme. Surtout, on parle d'une saison à 25 000 €. Donc, 25 000 € c'est énorme pour n'importe quelle personne. C'est clair. Et ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est à la fois l'information que te donne ce fameux contact que tu as pour la détection. C'est en effet quelque chose qui a été assez important de saisir cette opportunité.
Et aussi le fait que même si vous avez raté celle de Paris, vous n'avez pas laissé tomber. Oui. Et du coup, vous êtes allé à celle de Lyon, alors que n'importe quoi, bon bah écoute, bah c'était pas bon. Ouais, bien sûr. Voilà, bien et on sûr, passe à autre chose. bien sûr. Bah non, en fait, vous êtes renseigné, vous saviez qu'il y avait une détection à Lyon, vous êtes allé à Lyon. Ouais. Et on sent que ton père est assez présent quand même par rapport à Ouais. tout ce qui se passe. Avec ce côté, bah, j'imagine aussi ta mère, mais en tout cas à ce moment-là, il y a cette espèce de suivi là, et cette persévérance qui je pense il t'a transmis, qui fait que bah non, on lâche pas, on essaye tout, Ouais. et quand il n'y a plus d'options, bah ok, bah on s'y fait. C'est ça, et mon père a fait du rugby en fait pendant pas mal d'années. Jamais à haut niveau, il a joué dans les équipes militaires, même au Sénégal il avait joué un peu. D'accord. Mais je pense que mes parents m'ont inculqué du coup cette valeur de ne jamais lâcher, de Oui. travailler, tout ça. Et pourtant c'est une valeur qu'on retrouve souvent dans le haut niveau. Mm. Et dans ma famille, j'ai pas beaucoup de personnes, voire peu de personnes qui sont dans le haut niveau, dans le sport. Et mes parents encore moins. Et au final, ça prouve que même si on n'est pas dans le sport, on peut avoir des valeurs communes Bien sûr. à ça. Et c'est surtout là où je suis très reconnaissant, c'est qu'ils ont cru en moi dès le début et qu'ils ont essayé de faire le maximum en leur pouvoir pour me donner les chances de réussir. Parce que effectivement là, c'était de grosses opportunités et c'était que le début en plus. Donc, C'était que le début, ouais, tout à fait. Ok. Tu veux continuer à nous parler de justement comment ensuite les choses se sont goupillées pour te permettre justement d'aller dans des championnats. Bah, il y a eu ce point de départ avec Oui. ce soutien effectivement qui t'a permis de balayer ce côté financier, en tout Oui. cas pour un temps. Mais ensuite, comment t'as poursuivi? Parce que là, t'as quoi? T'as 10 ans? 12 ans. 12 ans, ouais. Ok. Du coup, je gagne à 12 ans le défi Card Jeune. Je fais ma saison en 2011. Pas facile du tout. Vraiment pas facile. J'avais pas une bonne condition physique parce que j'étais un peu bouboule adolescent. J'ai quand même conscience par contre qu'il faut que j'essaye de perdre du poids et que j'essaye de m'entretenir. Enfin, de me créer une condition physique. Mais pas facile parce que j'ai pas de connaissances. Et je pense que ça a été aussi un des points de départ pour la nutrition ensuite. D'accord. Parce ok. que du coup, j'ai essayé de m'intéresser, j'essaie de voir ce que je pouvais trouver sur internet. Bien sûr, on trouve de tout et du n'importe quoi, Oui. mais j'ai pu commencer à me faire un peu une base de données pour moi-même sur ça. Donc, pas facile, j'ai pas des résultats incroyables, je prends de l'expérience, mais c'est dur. J'arrive quand même à faire des résultats en progression, mais c'est, on va dire. C'est en progression mais sans plus. D'accord. Je sens quand même que c'est une année d'apprentissage et que la 2012 peut être une bonne année si j'arrive à trouver des sponsors parce que du coup le soutien financier de la fédération s'arrêtait en 2011. Oui. Donc j'arrive à trouver un peu de budget avec mon père, on va faire le championnat de Normandie en préparation pour faire les championnats de France. Malheureusement je m'arrête au championnat de Normandie parce que j'ai pas le budget pour le championnat de France. Mais je suis quand même intégré dans l'équipe de France Junior par la fédération. Mais malheureusement, j'ai pas le budget pour continuer. Et juste après mon stage en équipe de France Junior, je fais mon premier top 5, je crois, en championnat de Normandie. Donc on est quand même sur une très grosse pente ascendante. Je sens que même moi je progresse, que je suis plus à l'aise avec le kart, que je me sens bien. Et surtout, je rivalise avec des pilotes très expérimentés. Donc c'est franchement très prometteur. Malheureusement, je m'arrête là. Ensuite, du coup, jusqu'en mi-2013, je roule pratiquement pas. Parce que du coup, on n'avait pas de budget avec mes parents. Et puis, ils pouvaient pas me financer 25 000 euros comme ça. Oui. Du coup, je me bascule sur le championnat 4 temps. Donc SWS, en individuel. Et là, du coup, on est sur des courses à 60 euros la journée. Donc, beaucoup plus abordable. Quand en 2 temps, on était sur 2500 euros minimum le week-end. Ah ouais, il y a une différence là. Donc voilà. Bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes formats, mais c'est quand même beaucoup plus abordable en 4 temps. Et je bascule sur ce championnat-là. Intéressant. Je vois que du coup, je peux me qualifier pour la finale mondiale l'année d'après en 2014, qui allait être au Mans. Donc, je fais des courses toute l'année, je prends un peu d'expérience. On arrive à trouver un peu de budget aussi, mais là, du coup, avec 1000 euros, on peut faire une bonne saison. Donc j'arrive à faire ça et en 2014 je finis 5ème au Mans sur 80
Je suis un peu une des surprises de cette finale mondiale parce que personne ne me connaissait, je connaissais pratiquement personne. C'était non pas plus. attendu. Ouais. Et je finis premier français surtout. Donc bonne satisfaction, mais je sens que je suis frustré. Je suis frustré parce que certes c'est un bon résultat, mais je suis passé pas loin de la victoire, pas loin du podium. Même si c'est ma première participation, j'ai l'esprit où j'en veux plus. J'en veux plus, je suis pas satisfait, je suis pas rassasié. Et du coup, j'arrive à me requalifier la saison d'après pour la finale mondiale. Je joue aux avant-postes, un peu de malchance sur cette journée-là. Je finis 8ème, 2ème ou 3ème français, je crois. Donc pas mal, mais encore un peu frustrant. Et en 2016, je finis pareil top 10. Je saurais plus te dire exactement, je me souviens plus, mais voilà. Bon, c'était quand même pas mal parce que je reste quand même aux avant-postes. Et c'est ça qui est important, c'est d'être toujours présent, d'être toujours là dans les grands rendez-vous. Et du coup, ça m'ouvre les portes de l'endurance. Et c'était un peu mon rêve, l'endurance, faire des courses de 24 heures. Parce que j'avais les 24 heures du Mans en tête. Oui. C'est à ça qu'on pense. Et ça, c'était assez incroyable. Et du coup, ensuite, j'ai continué en endurance jusqu'à l'année dernière, un peu cette année encore normalement, sur des courses de 24 heures. Et on est devenu avec ma première équipe vice-champion du monde en 2016. Et en 2022, on a fait 3ème avec mon équipe à finale mondiale. Donc pareil, j'étais content d'être là à chaque rendez-vous. Mais il y a eu entre 2016 et 2022, j'ai eu quelques victoires sur de bonnes courses. Mais c'était toujours un peu, je suis là sur des bons rendez-vous, mais j'ai toujours un peu de malchance. C'est toujours dur en endurance parce que tout dépend pas de toi. Donc j'avais des opportunités, mais c'était très frustrant. C'était très frustrant, des années frustrantes avec de bonnes opportunités, mais jamais un titre. Et c'est ce qui m'a manqué jusqu'en 2022 du coup, où j'ai réussi à avoir ces 2 titres. Comme quoi, avec la patience et du travail, ça paye forcément. Quand tu parles de courses en endurance, c'est comme ça qu'on dit, c'est forcément en équipe ? Oui. D'accord. Après, il y a des formats de courses où on peut rouler 1h30 tout seul. Mais en général, quand on parle d'endurance, c'est des courses de 2 heures à 24 heures. Oui. Et sur 24 heures, on est 3 à 4 pilotes en général. Et on fait des relais. Oui, c'est ça, voilà. C'est un relais. Ok. C'est vraiment pour poser les mots là, puisque oui, c'est très particulier. Voilà, c'est très particulier en temps endurance, mais tout à chacun va plutôt penser à ce que nous on a vécu en endurance en EPS et pas forcément c'est vrai. ce qui existe dans le karting. Ok, super. Et ben oui, on sent que le chemin n'a pas été facile, n'a pas été de tout repos, mais vraiment dans tout ça, ce qui ressort, c'est cette persévérance, cette niaque. C'est à chaque fois, j'atteins un palier, mais je veux le palier de-dessus, etc., etc. Et c'est assez significatif, je pense, des grands champions. Donc pour le coup, pour ça, je te dis bravo. Merci. Ça n'a pas été simple. Et je trouve que tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu aussi très tôt et très jeune. Oui. Donc quand d'autres, leur inquiétude, c'était est-ce que je vais aller jouer au foot avec mes amis ou est-ce que je vais à l'anniversaire d'un tel. Toi, tu étais sur d'autres choses, mais je pense qu'il y a toujours eu cette notion de plaisir aussi qui était présent dans ce que tu faisais. Pour mes parents, justement, ça a été un peu un choc, surtout pour ma mère, en 2011, du coup, quand j'ai commencé à faire ma saison en 2 temps, où j'ai commencé à prendre le train tout seul, du coup. Ah oui. Moi, je sais que ça n'a pas été un grand choc. Je sais que je l'ai pas mal vécu, rien. Et d'ailleurs, encore maintenant, j'ai aucun problème à beaucoup voyager ou quoi, et c'est encore un grand plaisir. Et je sais que c'est une chance de voyager de toute façon. Mais tu peux me reposer la question initiale? Je disais que oui, je parlais du fait que tu as commencé très tôt. Oui, ah oui. Voilà. Et que au final, toi, quand tu faisais ça, d'autres enfants de ton âge faisaient carrément autre chose. Ah oui, la notion de plaisir. Voilà. C'est ça, et est-ce que tu as toujours pris de plaisir là-dessus? Oui, du coup, je pense que c'est important. Et souvent, les sportifs le disent. Quand on commence à moins prendre le plaisir, voire plus du tout, je pense qu'il faut arrêter ou faire autre chose. Je pense que c'est important. Maintenant, j'ai mémoire de ma saison en 2011 où je côtoyais des enfants en fait et des adolescents qui avaient l'habitude de faire du kart, de faire un sport qui coûte extrêmement cher et qui en fait ils tiraient la tête tout le temps. Et du coup, je sais que j'avais un peu pris cette... je voulais faire comme eux parce que effectivement il y avait des côtés frustrants et tout, mais je pense que cette année-là je me rendais pas compte. Oui. Je me rendais pas compte de l'opportunité incroyable que c'était. Et pour avoir eu l'opportunité de retourner en 2 temps sur quelques courses, et aussi en 2022 sur une saison entière, je savais que chaque course, il fallait que je la vive comme si c'était la dernière fois que je touchais un kart comme ça, ou comme si c'était la dernière fois que j'avais ces opportunités-là. Donc je sais qu'en grandissant, j'avais beaucoup plus conscience des choses,
j'avais aussi beaucoup plus conscience de la chance que j'avais de faire un sport comme ça. Oui. Et surtout d'avoir des sponsors qui me financent. Donc effectivement, je pense que le plaisir s'est décuplé. Et l'année dernière, par exemple, je savais que, surtout après mes titres, après avoir fait champion de France, champion du monde, je savais que les courses qui suivaient, il m'en restait pas beaucoup, que ça pouvait être mes dernières courses en kart, parce Oui. que mon objectif c'est de passer en voiture. On pourra y venir ensuite. Mais du coup, j'ai vécu ces courses-là comme si c'était les dernières, et je savourais chaque moment. Parce que c'est aussi une période de ma vie importante, que j'ai passé presque 10 ans à faire ces catégories-là. Donc ouais, le plaisir, je pense que c'est important, et même dans la vie de tous les jours, c'est important de prendre plaisir à ce qu'on fait, même dans son boulot. Complètement. Et d'avoir cet état d'esprit, ça aide beaucoup, parce que comme tu le dis, de faire un sport, mais de tirer la tronche dès qu'il y a le moindre truc qui est un peu embêtant, non, tout de suite, on s'y perd et on y va pour sûrement des mauvaises raisons. Oui, Alors sûr. que toi, pour le coup, tu as pris conscience de ça, et c'est tout à ton honneur, surtout à l'âge que tu avais. Je reviens beaucoup sur l'âge, parce que pour moi, c'est assez incroyable. Mais je pense que cet environnement que tu avais, ce soutien, le fait d'avoir des gens autour de toi qui croient en toi, ça a sûrement beaucoup aidé, et à aucun moment tu as lâché, donc c'est vachement bien. Bah, je pense que c'est important, et puis aussi mes parents m'ont beaucoup aidé au début, adolescent, parce que forcément adolescent j'ai pas toutes les connaissances pour les sponsors par exemple, mais dès que j'ai pu, ensuite c'était moi qui allais chercher mes sponsors, j'ai fait du porte-à-porte. T'as pris la main là-dessus. Voilà, et ça s'est fait naturellement, j'ai pas demandé à mes parents de le faire ou quoi, et ça s'est fait naturellement aussi parce que je leur dois un peu ça en quelque sorte, parce que bien sûr c'est mes parents, ils font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider, et ils donnent leur maximum, mais c'est aussi à moi aussi des choses comme ça, si je peux le faire, autant le faire moi-même, et leur dédouaner ça, donc c'est important aussi. Je vois totalement. Est-ce que tu peux nous parler des rencontres marquantes que tu as pu avoir tout au long de ton parcours, et là tout confondu, hein, Oui. À l'école, dans le karting, dans la vie de tous les jours. Donc, je te dirais Jean-Pierre Clos, le patron du circuit Clos Kart dans le 77. Pour la détection, c'est ça? Oui, Voilà, la fameuse détection. enfin, c'était le patron du circuit et qui m'a dit de faire le défi Kart Jaune à détection, D'accord. effectivement. Justement, je me dis, qu'est-ce que ça aurait été s'il m'avait pas dit de faire cette détection, ou est-ce que j'aurais peut-être fait du karting en compétition, je sais pas, peut-être que non. Ensuite, je dirais, dans ma vie en général, Agnello Lopez. D'accord. Je l'ai rencontré en 2017. Enfin, d'abord, c'est ma mère qui l'a rencontré en fait. Dans la famille, ils se connaissaient d'une personne, et une de mes tantes m'a dit, mais faut que tu ailles voir Agnello. Enfin, elle a dit à ma mère, va voir Agnello parce que je pense qu'il peut aider Guillaume sur plein de trucs. Et effectivement, ça a été une personne très marquante. Il m'a beaucoup couvé au début, surtout pour le kart, essayer de trouver des solutions, des sponsors, me présenter à des gens, m'amener à des événements. On a passé un nombre incalculable d'heures ensemble, on s'est couché tard, il est venu à la maison, enfin, très très important. On a fait tout un travail de l'ombre ensemble aussi, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Oui. J'arrive à avoir certains budgets, mais c'est pas des budgets faramineux par rapport à d'autres pilotes, mais j'arrive à avoir un peu de sponsors. Et on peut penser que c'est facile, que ça se trouve comme ça, mais c'est de très longues heures de travail, des rencontres comme Agnello, des événements. Donc il m'a beaucoup aidé sur le côté karting, et aussi à m'obtenir l'opportunité de nutritionniste de l'équipe de foot de Madagascar en 2021. Donc incroyable aussi. Donc voilà un petit résumé d'Agnello et de tout ce qu'il a fait pour moi. Maintenant il était en région parisienne, maintenant il est au Cap-Vert. Mais ça me fait un bon pilote à terre pour aller au Cap-Vert. Exactement. donc je dirais Agnello, et ensuite aussi une autre personne dans le karting, Julien Poncelet, qui était mon premier coach en 2011. D'accord. Qui m'a beaucoup appris, et qui a su me rentrer dedans quand il fallait, me dire quand ça allait pas, ce que je faisais ou quoi. Et j'ai beaucoup aimé cette relation de confiance qu'on a eue pendant 2 ans, du coup. Et il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé à me développer en tant que pilote, en tant qu'athlète, et aussi en tant que personne. Donc je dirais ces 3 personnes-là. Après, il y en a beaucoup d'autres que j'oublie certainement, mais voilà. En tout cas, c'est à ces 3 personnes que tu penses. Oui. C'est marrant, parce que du coup, je rebondis sur le rôle d'un coach.
Oui, Je trouve que un coach a un rôle assez important auprès de l'athlète qui l'accompagne, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et souvent, quand une personne évoque le rôle prépondérant qu'a pu avoir un coach dans sa vie, souvent c'est aussi dans le perso. oui. Parce que bien ça sûr. te construit, Bien parce sûr. que ça te fait devenir telle personne. Et c'est pas négligeable. Hein. Mais surtout quand on est jeune, je pense. Oui. Ça nous permet d'évoluer et ça décuple, je pense, l'effet que le coach a. Et puis, je me rendais peut-être pas forcément compte à l'époque, mais c'est un sport où on est très livré à nous-mêmes. Là encore, à l'heure actuelle, j'ai pas de préparateur physique, j'ai pas de coach Oui. physique ou autre, j'ai pas de coach dans le kart. Parce que tout ça, ça a un coût. Et aussi, là, on va dire le peu, entre guillemets, de sponsors que j'arrive à trouver, je le mets dans les courses. Donc, bien sûr, à terme, si j'arrive à faire le passage en voiture, c'est d'avoir un encadrement comme ça. Et ça me permettra aussi d'évoluer encore plus. Et c'est sûr qu'un coach a un rôle extrêmement important dans une vie, au-delà de la vie d'athlète. Mais pour l'avoir vu un peu dans mes études, je sais qu'il faut pas non plus se reposer à 100% sur le coach. Il faut pas non plus que ça dépasse un rôle ou une barrière, par exemple, où on est perdu sans ce coach. Oui. Parce que du coup, on devient dépendant. Voilà, il faut avoir cette certaine autonomie. Donc, mais c'est sûr que c'est un passage marquant et de bonnes relations. quand même. Oui. Et le coach représente une certaine figure. Oui, Et comme tu l'as dit, surtout à un certain âge, donc faut vraiment pas Oui. rigoler avec ça. Et en même temps, en grandissant, il ne faut pas non plus qu'on en devienne dépendant. bien sûr. Parce que moi qui ai évolué dans le monde de la gymnastique, Oui. donc rien à voir, mais il y a eu des moments où telle équipe pouvait perdre tel coach et tu as l'impression que ça y est, tout éclate. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ce qui est dommage. Donc, alors que ça peut continuer de fonctionner, Oui. alors sûrement qu'on aura un coach différent avec une personnalité différente, mais ça serait dommage de tout remettre en question C'est ça. par rapport à ça. Ok, super. Est-ce que tu as... on arrive bientôt à la fin, ça Oui. passe hyper vite, franchement. Il y a plein de choses intéressantes qu'on a pu partager. Mais dis-moi, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager concernant ton aventure en championnat? Donc en championnat, oui, j'en ai plein. Là, comme ça, qu'est-ce que je pourrais te dire si... oui, par exemple, au championnat de France, en 2022, j'ai galéré à trouver le budget, parce que ça a été une année où j'ai beaucoup roulé, j'ai fait 25 courses, quand d'habitude on en fait entre 5 et 10. Donc là, j'ai fait 3 courses en 2 temps, D'accord. mais je les ai gagnées sur une détection. Et ensuite, les 3 courses se sont bien passées, j'ai fait 3 podiums, et on voulait aller au championnat de France. Mais j'avais pas le budget, j'ai réussi à faire une cagnotte, on a réussi à trouver le budget, les 1500 €, et en fait, tout se passe bien, je domine le week-end, et en demi-finale, je cale sur la grille en fait. C'est un départ lancé, Mhm. et j'étais tellement stressé, on a une technique où on pince la durée de descente, je l'ai passé un peu trop fort, et en fait j'ai calé, et j'étais premier, donc tout le monde me dépasse, on était plus de 30, Mais non. et là j'ai serré les fesses parce que je savais qu'on pouvait me rentrer dedans en fait Bah oui, derrière. oui. Et je savais surtout aussi que j'étais peut-être en train de perdre la victoire. Que certes il restait une course, mais que je passais peut-être à côté d'une énorme chance. Totalement. Et bon, la chance, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un accident juste après, heureusement pas grave. Et du coup, ils ont arrêté la course. Mhm. Et la règle, c'est que si tu arrêtes la course avant le premier tour, on reprend la grille initiale. Ah. Donc j'ai pu repartir premier. Et tous les pilotes m'ont dit t'as grillé ton joker là. Et du coup en fait effectivement j'ai grillé mon joker, mais juste après tout s'est bien passé, j'ai gagné la super. demi-finale et j'ai gagné la finale, et donc je suis devenu champion de France. Mais ça prouve aussi à quel point tout peut se jouer sur Oui. un rien, Oui. tout peut se perdre sur un rien, et aussi je pense que j'ai rien lâché, je me suis pas laissé impressionner Oui. par un tel événement qui aurait pu casser mon mental totalement. Oui, oui. Donc ça c'est une bonne anecdote sur le fait de rien lâcher. Et ouais, je pense que c'est celle que je garde là dernièrement, en tout cas, Oui, oui. pour le côté carte en tout cas. Ça m'a fait penser quand tu as dit qu'il fallait faire attention pour pas qu'on se rentre dedans. Est-ce qu'il y a un côté dangereux ou très dangereux dans le karting? Oui, forcément, c'est un sport dangereux. Souvent, les accidents sont plus impressionnants que dangereux au propre terme. Donc, Oui, il y a- pour sa propre vie. Voilà. Il y a des blessures. Là, par exemple, l'accident qu'il y avait eu, c'était un tonneau, donc le kart s'est retourné. Le pilote était en dessous.
On peut avoir des os cassés, peut-être des entorses ou quoi, mais ça va rarement plus loin. Il y a Oui. très très peu de morts, voire pas de morts en karting. D'accord. Maintenant, après, pour ceux qui ont vu l'accident de Romain Grosjean en Formule 1 il y a quelques années, c'est un sport dangereux. Donc c'est sûr, en voiture aussi, il y a de gros dangers, mais c'est comme tout sport, je pense qu'il n'y a pas de risque zéro. Oui, il n'y a pas de risque zéro, et puis vous aussi, vous apprenez pour limiter justement ces risques, donc Oui. Ok, c'est beaucoup plus clair. Super. Il me reste 2 petites questions. Oui. C'est un peu mes questions habituelles et aussi bonus, puisque j'aimerais savoir où tu vas puiser ta source d'inspiration. Parce qu'on est dans le podcast Dose d'Inspi, et il y a toute cette corrélation avec l'inspiration qui est diffusée au travers de chaque invité que je reçois. Et moi, je me demande, du coup, toi, où est-ce que tu vas chercher ta dose d'inspi, justement, qui te ressource chaque jour? J'ai des gens sur les réseaux sociaux que je suis qui me motivent beaucoup. D'abord, dans le sport automobile, c'est Lewis Hamilton, parce que c'est pour moi une figure incroyable. Après, moi qui suis la Formule 1 depuis tout petit, je le suis depuis ses débuts. Et j'ai vu la personne évoluer et aussi l'athlète. Et les valeurs qu'il prône, moi je partage absolument, donc j'adore. Et aussi en tant qu'athlète, il est juste incroyable. Donc je dirais lui. Et aussi Eliud Kipchoge, qui est le plus grand marathonien de l'histoire. D'accord. Qui partage tout le temps la citation « No human is limited ». Donc en gros, pour traduire, aucun humain n'a de limite en gros. Et j'adore cette citation. J'adore aussi sa façon de penser, le fait qu'il soit très simple, alors que c'est un sportif qui gagne des millions, et pourtant il vit encore comme s'il gagnait 10 euros par jour, quoi. D'accord. Et surtout, il a une façon quand il commence à souffrir à l'effort, il sourit. D'accord. Et ça, je trouve ça incroyable. Et il sourit, mais pas le sourire crispé, il sourit vraiment. Et je trouve ça incroyable d'avoir cette façon de penser. Et donc Lewis Hamilton et Kipchoge, et aussi en dernier, je dirais l'influenceur Hugo Philippe, pour ceux qui connaissent, qui est le mari de Caroline Rossever, peut-être les filles seront peut-être plus situées. Et lui aussi, il se pousse dans ses retranchements dans la vie de tous les jours, dans son business. Pour moi, mon côté entrepreneurial avec la nutrition, c'est vachement intéressant, vachement motivant. Donc je dirais ces 3 personnes-là, ça me représente beaucoup. Il y a un peu de moi dans chacune de ces personnes, je pense. Et c'est très motivant, donc j'aime beaucoup. Ok, super. Ça va nous donner plein d'idées pour aller aussi suivre ces personnes-là, parce que j'imagine qu'on peut y puiser aussi Bien sûr. un certain nombre de choses. Ma question bonus, est-ce que la musique est présente dans ta vie, et est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Si c'est le cas, j'aimerais bien savoir quel style de musique, quels artistes ou quel titre. Dis-nous tout. Oh là là, j'adore la musique. J'adore la musique. Je pense que j'ai pris le côté afro de ma mère, beaucoup. D'accord. J'aime beaucoup la musique afro. J'ai de la chance d'avoir une copine qui adore ça aussi. D'accord. Donc j'écoute énormément de musique afro, beaucoup de musique du Nigeria avec Burna Boy, etc. Et surtout, je me vois pas passer une journée sans musique. D'accord. Donc ça c'est ça qui est bien. Après, c'était quoi la fin de ta question? Oui, c'est ça. Si tu avais du coup un artiste, là tu nous as cité Burna la musique. Boy. Après j'en ai d'autres, Oxlade pour ceux qui connaissent. Après j'écoute du R&B, Chris Brown j'aime beaucoup depuis des années. Ouais, ça va du tout. C'est marrant que tu dises Chris Brown, parce que j'ai toujours l'impression que Chris Brown c'est plutôt mon époque. Mais c'est en fait c'est intemporel. Hein. Oui. Après il sort encore des musiques, mais ça fait plus pareil, 10 ans, plus 15 ans que j'écoute ces musiques depuis tout petit, donc ouais, après ça va du tout. Je peux écouter de la pop comme de l'électro, mais bon, c'est surtout R&B, hip-hop et afro. D'accord. Surtout afro. Super, c'est top. Je vois en tout cas où tu vas puiser tout ça et c'est formidable. Écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Ça a été vraiment super de partager cet épisode avec toi. J'en sais beaucoup plus sur le karting. Je vais me la raconter maintenant, je vais en parler. Et puis d'avoir vu un peu comment tu as évolué, comment tu es devenue aussi nutritionniste. C'est hyper top. Franchement, je te souhaite le meilleur. Continue. Je te laisse le mot de la fin, mais j'aimerais aussi que tu me dises qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est de avoir un beau business. Oui. Il faut vivre quand même. Mais je dirais, là, l'objectif, c'est d'avoir des sportifs pour les Jeux Olympiques. Donc, en tant que nutritionniste ou d'être dans une fédération ou autre. Essayer de trouver un travail un peu comme j'ai eu à Madagascar. Donc, c'était hyper intéressant et j'ai adoré. Donc, pourquoi pas ça. Et ensuite, être heureux, avoir une bonne santé, ça c'est important, bien sûr. Important. Pour le côté sportif, arriver à trouver le budget pour faire le championnat de voiture que je vise, donc la midget, arriver à trouver des sponsors et essayer de continuer les compétitions un maximum. Donc ça c'est l'objectif. Et puis en mot de la fin que je peux dire, c'est n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Nutrition sans faille sur Instagram et TikTok. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés par les consultations ou par la nutrition, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un plaisir de vous accompagner. Super. Et je pense que ça passera pas inaperçu. Et on fait appel aussi aux sponsors qui pourraient nous écouter et qui seraient intéressés. Bien sûr, Donc, merci beaucoup. Et je t'en prie. On va se laisser sur cette belle petite note. Je te remercie en tout cas d'avoir participé à cet épisode. Merci à et toi. Je te souhaite les meilleurs et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut Guillaume. Salut.